présente au Festival Animasia et je vous remercie d'être venus si nombreux assister à cette conférence sur le Lolita au Japon et dans le monde, sa diffusion, sa culture et sa diffusion. Alors, est-ce que vous connaissez à peu près la mode Lolita? Oui, bon, certaines oui. Quand on entend pop culture japonaise, on pense forcément au manga, aux jeux vidéo, à la cuisine aussi, et aussi à la mode. Et quand on pense à la mode japonaise, en général, l'image de la Lolita revient tout de suite. Parce que nous allons vous expliquer avec les membres de notre association Rouge Dentelle et Rose Ruban Ouest que cette mode japonaise est particulière dans le sens où elle est vraiment pérenne. Elle existe depuis les années 90 et perdure toujours aujourd'hui. Elle est particulière, elle se diffuse vraiment à travers le monde entier et possède une communauté qui est très très bien articulée et très pérenne elle aussi et se développe énormément. Donc on va passer au diapo suivant. Alors nous allons aborder quatre parties dans cette conférence. La première va être un historique rapide et une présentation rapide du style, donc la naissance et la stabilisation du style Lolita. En deuxième partie, nous allons attaquer l'évolution du Lolita, puisque c'est une mode qui, comme toutes les modes, ne reste pas statique. Et en troisième partie, nous allons voir que le Lolita n'est pas seulement une histoire de vêtements, c'est aussi une histoire culturelle qui a vraiment un enjeu très fort. Et en dernière partie, la parole sera à vous, nous répondrons à vos questions avec un immense plaisir. C'est parti pour la diapo suivante. Naissance et stabilisation du style. Le style Lolita naît dans les années 70-80 au Japon, de l'initiative de designers qui veulent faire apparaître dans la mode japonaise beaucoup plus de romantisme et en s'inspirant des tendances européennes, toujours dans la volonté du Japon de s'identifier à l'Europe et à l'Occident. Les designers japonais commencent à intégrer beaucoup de roses, beaucoup de dentelles dans certaines tenues, et c'est ainsi que naîtra le Lolita dans le courant des années 70-80. Dans les années 90, le Lolita commence vraiment à se stabiliser et à s'organiser au Japon. Nous allons donc vous présenter les trois principaux styles Lolita, et après les magazines qui structurent cette mode. Nous avons en premier le style Sweet Lolita, qui est vraiment le plus connu et celui qui revient en tête des Occidentaux en premier lieu. Ces codes sont principalement l'usage de couleurs pastel, du rose, du bleu, du blanc, beaucoup de dentelles, des rapports à l'enfance avec des nounours, des motifs régressifs. Et deux marques représentent particulièrement ce style, à savoir Angelic Pretty, dont deux robes sont représentées sur l'image de droite, et sur l'image de gauche, la marque Baby the Star Shine Bright, avec le modèle de référence qui est Misako Aoki, et que vous retrouverez à la fin du diapo de la conférence. Un petit peu plus tard naîtra le Gothic Lolita, qui est le penchant noir et sombre de sa grande sœur Sweet, avec l'égérie de ce style dans les années 90 et qui continue à être son égérie actuellement, qui est Mana, un membre du groupe Malice Mizer, et qui a fondé sa marque Moi-même Moitié, qui reste la marque emblématique des Gothic Lolita, toujours actuellement. Et il reste une personnalité très influente dans le milieu du Lolita. Et enfin, nous voyons le classique Lolita, dont nous avons deux représentantes aujourd'hui, qui est un style un petit peu plus sobre. Alors que le Sweet Lolita s'inspire de la mode française rococo et baroque, le classique Lolita, un peu comme le gothique, va plutôt s'inspirer des courants de mode de l'époque victorienne, pour tout ce qui est ses couleurs, ses coupes et ses motifs. Plus foncé et plus mature que le Sweet, mais sans être aussi sombre que le gothique, il reprend des couleurs bordeaux, marron, vert, beige, avec des motifs floraux ou pas de motifs du tout. Et il reste le Lolita le plus mature. Nous avons trois marques qui sont particulièrement représentatives de ce style, à savoir Innocent World, Victorian Maiden et Marie Magdalene, qui sont, une fois de plus, toujours aujourd'hui, très représentatives du style. Le Lolita n'est donc
pas qu'une mode, et au Japon, comme ici, on a nos magazines de mode, le Elle, le Grazia, tout ça. Au Japon, même pour les modes alternatives, il existe des magazines qui sont toujours aujourd'hui, là encore, des références. Même 20 ans après, ce sont toujours des références. Nous avons deux titres principaux. Le Gothic and Lolita Bible, qui est un magazine né dans les années 90, qui s'attache vraiment uniquement à représenter le Lolita, présenter les marques, les designers, les personnages influents. Et de l'autre côté, nous avons le magazine Kera, qui lui est un petit peu plus expérimental et se rapproche de beaucoup d'autres styles et n'hésite pas surtout à mélanger le Lolita à d'autres styles nés au Japon, à Harajuku. Donc tout ceci, tous ces styles commencent à se stabiliser dans le courant des années 90-2000 et commencent à se développer également en Europe. En Europe, le style Lolita arrive dans le courant des années 2000-2005, principalement avec l'arrivée de la Japan Expo et l'engouement vraiment prenant pour la culture japonaise, la pop culture japonaise. Et voir vraiment avec cette explosion pour l'engouement du manga, son engouement exploser. Je perds un petit peu mes mots, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ça se stabilise dans le courant des années 2010 en Occident, avec une communauté qui est très clairement structurée en Occident également. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et dans le courant des années 2010, on observe une transition du style. Comme vous le voyez ici, ça c'est ce qu'on peut entendre comme Sweet Lolita actuellement. Quand on compare au diapo d'avant, c'est complètement différent. Je vous présente donc le Sweet Lolita OTT, à savoir Over the Top. Donc c'est du Sweet Lolita, mais on en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mettre plus d'imprimés, plus de couleurs, plus d'accessoires, plus de perruques, plus de lentilles, toujours plus pour être plus kawaii. Le problème étant que cette mode Lolita a tendance à trancher un petit peu la communauté, surtout en Europe. En Europe, on a commencé à connaître le Lolita avec le old school, ce qu'on appelle le old school, les premiers styles que je vous ai présentés jusqu'à présent, qui sont très simples, très doux. Là, on remarque avec les couleurs, ne serait-ce que l'intensité des couleurs et l'intensité des motifs, qu'il y a vraiment une cassure. Ça n'a pas plu à tout le monde. Ça n'a pas plu à tout le monde. Ce qui a donné en Occident un espèce de schisme, une espèce de cassure entre l'ancienne génération Lolita et la nouvelle. Pendant les années 2010-2013, il y a vraiment un grand changement. L'engouement pour la culture pop japonaise explose de manière exponentielle. En France, ça devient vraiment une folie de mode. Et on observe donc l'apparition des styles de plus en plus extravagants. Et évidemment, tous ces accessoires entraînent un consumérisme très accentué. Le but du jeu à cette époque étant d'avoir le plus de robes possible, le plus d'accessoires possible et d'en mettre le plus possible pour en jeter le plus possible. Ce choc structurel, comme je vous le disais, a cassé, entre guillemets, la communauté Lolita occidentale. Certaines Lolitas de l'ancienne génération ne se reconnaissaient plus dans l'évolution du style et ont décidé de quitter le milieu. Certaines Lolitas y sont arrivées pendant leur adolescence, ils ne sont pas vraiment restés. D'autres, comme nous par exemple, ont fini par y trouver leur compte au final, puisque ce turnover prendra fin dans le courant des années 2013-2014 pour enfin se stabiliser et voir apparaître d'autres styles de Lolita et une communauté qui sera vraiment stabilisée. Les organisations elles-mêmes changent dans le courant des années 2010-2013. Jusqu'à 2010, la communauté occidentale s'articulait principalement sur des forums, sur Internet. La communauté Lolita s'articule essentiellement sur Internet. On se voit en vrai évidemment, mais le lieu de rencontre principal est Internet. Jusqu'à présent, nous étions sur des forums, et depuis 2010, avec l'arrivée des réseaux sociaux, principalement Facebook, Twitter, Instagram, les forums sont tombés en désuétude, voire certains sont complètement morts. Et toute la communauté Lolita, qu'elle soit japonaise ou internationale, se concentre désormais sur Facebook. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Là, on va
Je suis un peu en avance sur le diable. Donc cette transition, ce turnover prend fin dans le courant des années 2013 et nous attaquons la deuxième partie de cette conférence avec l'évolution du style. Le style a évolué avec l'OTT, commence à se restabiliser actuellement et on voit apparaître une autre forme de consumérisme. Au Japon, le style Lolita reste l'apanage de la tranche d'âge, on va dire, entre le lycée et l'entrée dans la vie active. Puisque les Japonais, rappelons-le, profitent de cette jeunesse pour sortir du moule avant de re-rentrer dans un autre moule pour être fous une bonne fois pour toutes et après devenir des adultes sérieux et responsables. Les seules Lolita qui restent actives au-delà de leurs 30 ans au Japon sont les designers elles-mêmes et les créatrices de marques, et évidemment les managers qui vont avec. Puisque le Lolita prend un véritable essor de consumérisme, les marques Lolita japonaises se sont rendues compte de l'engouement de l'Occident pour le Lolita et se sont mis à créer des collections qui plairont forcément au Lolita occidental. Et c'est ce qui a donné ce fameux turnover. À la suite de quoi, on se rend compte que le handmade, le fait main, est en train de revenir. Jusqu'à présent, le fait main était principalement présent dans les années 90. Les magazines que je vous ai présentés tout à l'heure présentaient des patrons pour créer ces robes Lolita soi-même, puisqu'au début, il y avait très peu de marques, très peu de fabrication. Pour avoir sa robe Lolita, il fallait parfois mettre la main à la pâte, plus qu'au portefeuille actuellement. Le consumérisme change maintenant et le handmade revient, mais dans une autre dimension. On ne fabrique plus forcément ses robes, mais on fabrique énormément ses accessoires. On le voit principalement en Occident avec les conventions, les événements, avec toutes les thématiques qui tournent autour de ces événements. Une tenue Lolita, en dehors de la vie de tous les jours, si on peut dire, actuellement, c'est plutôt un concept, c'est vraiment quelque chose qui relève de l'art pour certaines Lolita. On va choisir une tenue, créer un univers autour de cette tenue et on n'hésitera pas à faire appel à ses talents manuels pour réaliser ses accessoires en couture, en broderie, en bijouterie aussi. Tous les arts comme ceci peuvent être mis à contribution pour le Lolita. Par exemple, cette tenue, cette demoiselle a fait elle-même sa couronne, son sceptre et sa cape pour une robe qu'elle a achetée elle-même. Elle a vraiment élaboré tout un concept autour d'une tenue Lolita et n'a pas hésité à créer elle-même ses accessoires. C'est sur cette diapositive et sur cette partie-là que j'invite ma première intervenante, Mélanie, qui va elle-même venir vous parler de la confection handmade d'accessoires en rapport avec le cosplay. Petit disclaimer cependant. Allô ? On m'entend plus ? Petit disclaimer cependant, il ne faut vraiment pas confondre Lolita et cosplay. Le cosplay reste un costume, on rentre dans la peau d'un personnage et c'est très occasionnel. Le Lolita, même s'il reste occasionnel, est un style vestimentaire à part entière. Cela dit, et nous allons le voir, les compétences du cosplay peuvent rentrer au service du Lolita et je laisse le micro à Mélanie. Bonjour à tous. Donc pour moi, le handmade, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Je pense qu'il n'y a rien de plus formidable qu'une personne qui est capable de ses propres mains. Je vais y arriver, je sens. Qui est capable de créer de ses propres mains, que ce soit ses accessoires ou ses habits. Et tout aussi formidable, le sentiment que d'entendre les gens vous dire oui, je trouve vraiment que ce que vous avez fait, enfin, ce que vous portez, c'est vraiment beau, c'est fantastique, c'est méga trop la classe, tout ce que vous voulez. Et c'est à ce genre de moment-là que vous, en tant que personne l'ayant fait, vous pouvez bomber fièrement votre torse, c'est moi qui l'ai fait. Et personnellement, étant cosplayeuse à la base, je connais vraiment ce que c'est ce sentiment. Mais effectivement, comme l'a précisé Andrea, quelques personnes peuvent se poser la question: est-ce que c'est un cosplay? Est-ce que je reporte les cornes de Maléfique quand même? Sauf que non, ce n'est pas le cas, c'est une inspiration. En fait, il se trouve que quand je me suis retrouvée dans le monde du cosplay et tout, je me suis intéressée aussi aux différentes modes japonaises. Et le Lolita, ça m'a quand même un
petit peu intriguée, quand même. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à faire des recherches dessus et je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine créativité et liberté brute que je n'avais pas dans le cosplay, parce que moi je viens d'une petite époque de cosplay, il fallait vraiment respecter l'image et il n'y avait pas de dérivés, point barre. Donc il n'y avait pas les Sailor, je sais pas quoi, steampunk, machin. Et du coup, au fur et à mesure que je passe mes conventions en cosplay, je me suis dit, bah, mince, j'ai envie de faire mon truc en Lolita, tiens. Et du coup, je me suis essayée. Sauf que quand je fais ma coordination, je pense quand même à quel genre de personne le porte. Est-ce que c'est une pirate intrépide qui protège la jeune et l'orphelin face à des pirates en détresse, une magicienne perdue dans les couloirs du temps, une aventurière folle qui se dit tiens, partons à d'autres dromadaires. Je sais pas, voilà. Je pense vraiment à mon concept avant de le faire. Et plus j'y réfléchis, et plus je me dis tiens, j'aimerais bien faire ce genre d'accessoires et tout. Et du coup, vous vous retrouvez à devoir accessoriser votre tenue avec ce que vous avez fait. Et ça va donner une dimension travaillée à votre tenue qui vous la rendra encore plus agréable à porter. Et qui sait quel genre d'aventure vous vivrez avec. Et je vais rendre le micro à Andrea. Merci Mélanie. Donc je pense qu'avec Mélanie, on a vraiment vu à quel point une Lolita peut être passionnée dans ce qu'elle fait et à quel point le Lolita, ce ne sont pas que des vêtements. Au final, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment créer un concept, son imagination, être complètement libre avec ses vêtements et s'éclater purement et simplement. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Toujours dans cette évolution du Lolita, on s'est rendu compte après coup que à partir des années 2013, le Lolita est toujours en contact avec le quartier de Tokyo nommé Harajuku, qui est le vivier des modes japonaises. Et à partir des années 2010, on voit apparaître des espèces de liens entre des modes japonaises qui n'ont rien à voir avec le Lolita et qui finissent par y rentrer un petit peu. L'exemple le plus flagrant qu'on peut voir de ces communications entre les différents styles n'est autre que le Sweet Lolita OTT, qu'on appelle aussi Lolita Decora, puisqu'il reprend les codes du Decora et du Fairy Kei par exemple. On retrouve dans la tenue que je vous ai montrée tout à l'heure et dans la tenue juste ici, des points communs au niveau des couleurs, des formes, des motifs, même si ici il n'y a pas forcément d'imprimé puisque le jupon simple ne laisse pas forcément la place. Il y a ce genre de communication, de points de rencontre entre plusieurs styles. On verra aussi apparaître certaines coordinations avec le style du Cult Party Kei, qui reste très dans les transparences, vraiment dans la légèreté, dans les couleurs pastel toujours. Et ce n'est pas tout. Je vous parle du Fairy Kei et du Cult Party Kei, mais c'est valable avec beaucoup d'autres styles, comme le Pastel Goth, le Visual Kei, ce genre de choses. On voit aujourd'hui que le style Lolita n'est plus cloisonné uniquement qu'au Lolita. Il communique avec d'autres modes. Cependant, certaines modes sont justement des effets de mode. Actuellement, les tenues Lolita inspirées du Cult Party Kei que l'on voit juste ici, on n'en voit plus du tout ou très peu. Et la majeure partie des styles qui sortent un petit peu du Lolita conventionnel arrivent et repartent quasiment automatiquement. Et ce n'est pas le cas de tous. Ce n'est pas le cas de tous. Actuellement, une nouvelle mouvance est en train d'émerger, à savoir la mouvance du néo-Lolita, qui est en train d'essayer d'adapter le Lolita un petit peu au quotidien, en prenant des codes appartenant au goût et à la mode japonaise un peu plus classique que les modes un peu excentriques. Malheureusement, je ne peux pas vraiment en parler puisque je ne suis pas dans ces mouvances-là, mais il faut le savoir, il faut le connaître. Et ces mouvances-là, ça fait à peu près entre 1 et 2 ans qu'elles existent, à savoir le néo-Lolita. On a aussi le Larm Kei, qui est un nouveau style qui s'inspire du Lolita, mais pas que. C'est très difficile à vous expliquer, mais il reste assez pérenne. Je pense qu'on peut aller à la diapositive suivante. Et maintenant, je pense qu'on peut parler de la troisième partie de notre conférence, qui est l'enjeu culturel du Lolita. Le Lolita, on a vu que c'était des vêtements, que ce n'était pas forcément que des vêtements, qu'on pouvait faire intervenir beaucoup de passion et beaucoup de savoir-faire autour des tenues. Et il se trouve que, outre
les vêtements, le Lolita est devenu un enjeu culturel majeur. Je vous ai parlé de la transition entre les différentes organisations sociales du Lolita, surtout sur Internet, et je vais vous montrer maintenant l'effet principal du passage du Lolita sur les forums aux réseaux sociaux. Avant, sur les forums, c'était principalement des forums nationaux qui ne concentraient par exemple que les Lolitas américaines, les Lolitas françaises, les Lolitas anglaises, toutes chacune dans leur coin. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on en est tous témoins, le monde entier communique, les pays communiquent les uns entre les autres. Et le Lolita se structure maintenant sur Facebook, principalement sur les groupes et les pages Facebook, et donne lieu à de nouvelles initiatives. Par nouvelles initiatives, on parle principalement d'associations Lolita. Nous sommes une association Lolita, Rouge Dentelle et Rose Ruban, mais nous sommes une association française. Il existe une association européenne dédiée au Lolita qui s'appelle Street Fashion Europe et concentre